Bonjour à toutes et à tous, c'est un Sens Public 100% politique que je vous propose aujourd'hui à 10 jours du premier tour des élections législatives. L'événement de ce jeudi, c'était la conférence de presse de Gabriel Attal pour présenter le programme de la coalition gouvernementale. Il s'est aussi démarqué de la tutelle d'Emmanuel Macron en demandant aux Françaises et aux Français de le choisir pour Matignon. À l'issue de cette élection, nécessairement, il y aura un avant et un après dans la pratique du pouvoir, dans l'équilibre des institutions. Le 9 janvier, le président de la République m'a nommé. Le 30 juin, j'aimerais que les Français me choisissent. Où en sont les relations Macron-Attal? Le bloc central peut-il limiter la casse le 7 juillet prochain? Leur stratégie, nous, ou le chaos peut-elle remobiliser les électeurs macronistes de 2022? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre édition spéciale, on continue nos débats thématiques après le pouvoir d'achat, la santé, l'environnement. Que proposent les principaux partis pour notre sécurité? Les peines planchées pour Jordan Bardella à la fin des Braves M et des grenades mutilantes pour le Front populaire, l'expulsion des étrangers délinquants et radicalisés pour Gabriel Attal. On décortique les propositions des trois blocs, on les passe au crible de nos experts dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, c'est un reportage que je vous propose pour illustrer la difficile campagne des cadres de la majorité présidentielle. Direction la Normandie, où la tête d'affiche de la 6e circonscription du Calvados s'appelle Elisabeth Borne. Audrey Vetaz, Aurélien Romano. Même sous un parapluie, Elisabeth Borne passe difficilement inaperçue. Moi, je vais voter pour vous. Merci beaucoup, Merci. Bonjour madame, ça va? Bonjour monsieur, ça va bien? Sur ce marché du Calvados, au milieu des produits locaux, l'accueil est plutôt bienveillant. Un basique de la cuisine normande, la crème. Voilà, exactement. Et la torgoule également. Ouais, des trucs légers là. Mais l'ancienne première ministre, redevenue députée, incarne la politique d'Emmanuel Macron et forcément, certains l'interpellent. Pourquoi vous ne passez pas un 49.3 pour obliger Total à payer ses impôts sur ses bénéfices en France? Comment le 49.3 vous le passez avec des gens comme nous et pourquoi vous ne le passez pas avec des gens comme eux? Elisabeth Borne assume son bilan et n'hésite pas à tacler au passage Jordan Bardella, qui affirme ne pas vouloir gouverner en cas de majorité relative. Il y a 63 textes et j'y crois profondément, sur lequel j'ai été construire des majorités avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Moi, j'assume d'avoir au mieux, dans un contexte de majorité relative qui manifestement fait peur à tout le monde, puisque je vous dis, M. Bardella, il dit « Ah, moi, s'il y a une majorité relative, j'y vais pas. » Ben, qui est-ce qui y va? Il faut bien qu'il y ait des gens pour gouverner dans le pays. C'est pas facile, la majorité relative. Elisabeth Borne met aussi en avant les emplois créés depuis 7 ans. Mais dans la 6e circonscription du Calvados, territoire rural et désindustrialisé, le sentiment de déclassement est très important. Et ils sont nombreux à tenir Emmanuel Macron pour responsable. Il y en a marre, il y en a vraiment marre. Là, on travaille, si c'est les fins de mois sont difficiles, c'est toujours une augmentation, c'est toujours ceci, c'est toujours cela. Ils pensent beaucoup à ceux qui ont de l'argent, qui sont vraiment dans le haut. Et ceux qui travaillent, ils pensent pas à nous. Bonjour madame. Une colère que tente de capter Noé Gauchard avec la bannière du nouveau Front populaire. Notre programme, la retraite à 60 ans, la hausse des salaires. En 2022, il a échoué de quelques points face à Elisabeth Borne, mais entre-temps, il y a eu la réforme des retraites. Oui, vous savez, Madame Borne a fait passer la réforme des retraites pour la prolonger à 64 ans. Évidemment, celle qui a porté la retraite à 64 ans et qui est quand même allée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale prononcer le 49.3 pour la faire adopter in fine, c'est bien Elisabeth Borne, celle qui se prétend députée ici aujourd'hui. Donc voilà, évidemment qu'on va insister sur ce sujet. Mais il y a une autre personnalité qui s'invite dans ce duel, Nicolas Calbry, le tout nouveau candidat du Rassemblement national, que nous retrouvons à Paris. Je fais partie de ces Normands qui travaillent à Paris et qui vivent en Normandie. Malgré la campagne express, il n'est en circonscription que le week-end et mise sur le sentiment de rejet autour d'Elisabeth Borne. Et Madame Borne est très identifiée, elle est identifiée à l'échec de la Macronie, à la brutalité de comment elle a gouverné pendant 18 ou 20 mois. Madame 49.3, comment nous on l'appelle, elle a gouverné contre le Parlement, elle a fait passer une réforme des retraites sans vote. C'est quasiment une chance d'être face à Madame Borne qui est extrêmement bien identifiée et on voit que les Normands ont clairement envie de la sanctionner. S'il est si confiant, c'est parce que dans la 6e circonscription du Calvados, le RN de Jordan Bardella a remporté 34% des suffrages aux élections européennes.
Voilà, 8 candidates et candidats dans cette circonscription. On a vu les 3 principaux, les 3 blocs. Je cite les autres. Bérangère Larénie pour divers gauche, Estéline Kaimer, Reconquête, Lindalal, divers droite, Pascal Georget, lutte ouvrière et Philippe Hambourg pour Debout la France. On zoome donc, vous le savez, cette semaine sur la stratégie des 3 blocs dans nos secondes parties de Sens Public. Le nouveau Front populaire, c'était mardi, le Rassemblement national hier. Et on se concentre sur la majorité présidentielle. C'est la démacronisation en marche. Voilà le titre de notre débat. Je vous présente mes invités. Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées et auteur de Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble aux éditions Payot. Blanche Lérideau, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes directrice éditoriale de l'Institut Montaigne et chargée d'enseignement à Sciences Po. Vincent Couronne, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Chercheur en droit européen, directeur du média Les Surligneurs qui lutte contre la désinformation juridique. Et à mes côtés, Tam Tranui, éditorialiste politique. Bonsoir Thomas. Tam, bienvenue à vous. Un extrait de la conférence de presse de Gabriel Attal, tiens, pour ouvrir ce débat sur le programme de la majorité présidentielle pour ces législatives. Il s'est adressé, et c'était déjà son leitmotiv depuis son arrivée à Matignon, aux Français, aux classes moyennes. Demain, avec nous, nous suivrons un principe, gagner plus et dépenser moins. C'est la mise en place pour les classes moyennes, pour les Français qui travaillent dur et qui ont le sentiment de toujours payer pour les autres, d'un véritable paquet d'actions dès les premières semaines. Concrètement, c'est la facture d'électricité qui va baisser de 15% dès cet hiver pour tous les ménages. Une facture qui baisse grâce à la réforme du marché européen de l'électricité, une réforme à laquelle la NUPES, comme le Rassemblement national, s'oppose. On entendra un autre extrait de cette conférence de presse sur la relation Macron-Attal et ce sera l'un des chapitres de ce débat. Mais sur la stratégie générale du camp présidentiel, Jean Garrigue, nous ou le chaos, ce que je disais dans les titres, est-ce que c'est suffisant pour remobiliser les électeurs? Non, évidemment, parce qu'on est dans une situation tellement particulière que la dissolution fait que les élections européennes, en fait, le résultat des élections européennes et des élections précédentes s'est transformé en effet de souffle pour les élections législatives. Je veux dire que c'est comme si la dissolution, elle avait permis justement au Rassemblement national de se légitimer comme le favori et donc de bénéficier lors de ces élections législatives de ce qui se passe ordinairement après une élection présidentielle. J'ai l'impression qu'on est en train d'assister à ça et donc à cette démacronisation. On a un vote qui va se faire très largement et sur des aspects très émotionnels d'ailleurs, où la raison a peu de place, mais va se faire beaucoup sur le rejet, le dégagisme de ceux qui sont en place. Et alors, c'est intéressant de voir malgré tout que Gabriel Attal, qui est une des victimes collatérales et même très directes de cette dissolution, essaye de reprendre un tout petit peu sa place d'abord de chef de la majorité, de leader de la campagne, sur quelque chose qui n'est plus simplement le rejet des extrêmes, qui a animé la première semaine de campagne, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais qui est aussi maintenant le jour d'après, c'est-à-dire alors ça, on y reviendra. Proposition contre proposition. Voilà. Effectivement, et puis effectivement aussi sa façon de s'émanciper d'Emmanuel Macron. Ce chaos, Blanche Lérideau, le paradoxe dans cette stratégie présidentielle, c'est que c'est quand même Emmanuel Macron qui nous l'a offert là depuis quelques jours. Exactement, c'est toute l'ambivalence ou toute l'incongruité même de la stratégie présidentielle, c'est de vouloir s'ériger en rempart contre un chaos qu'il a lui-même orchestré. Et c'est là où la crédibilité, j'entendais Gabriel Attal dans la conférence de presse de ce matin, s'est érigée en digue contre les extrêmes. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il parlait de la NUPES pour stigmatiser un petit peu, pour dire c'est l'ancienne NUPES, ça n'est pas le nouveau Front populaire dans l'esprit, c'est le message qu'il voulait véhiculer. Tous les leaders de la majorité présidentielle disent la NUPES 2.0, la nouvelle NUPES. Voilà. Et donc, comment être crédible pour s'ériger en rempart contre ce péril du chaos quand on en est le grand orchestrateur, puisque l'acte fondateur du chaos dont il parle, c'est l'acte de la dissolution décidé par le président de la République une heure après les résultats de l'élection européenne. Donc c'est là toute la difficulté, et d'autant plus, tout ce paradoxe-là, il est poursuivi même, et l'actualité ne les aide pas de ce point de vue-là. Ils essaient aujourd'hui d'incarner la rigueur budgétaire, la responsabilité, le camp de la raison.
Et à côté de ça, vous avez quand même la France qui est poursuivie par la Commission européenne depuis hier pour procédure pour déficit excessif. Donc même, alors on n'est pas les seuls. Voilà, on n'est pas les seuls. Il y a 7 autres, il y a 7 pays dans il y a les Italiens, bien sûr, il y a Malte, il y en a d'autres. Voilà. Il y a la Hongrie, bien sûr. C'est une procédure très longue, mais c'est vrai que ça se. Mais voilà, le calendrier ne les aide assurément pas à justifier cette stratégie présidentielle. Si on a le temps, on fera un focus sur cette stratégie de la débâcle économique, en quelque sorte, qui est aussi l'un des discours qu'on entend, pas seulement au sein de la majorité présidentielle. Toujours sur la lutte contre les extrêmes, le sentiment qu'on a, c'est sans doute le vôtre aussi, Vincent Couronne, c'est que pour l'instant, les attaques, elles sont surtout centrées vers, effectivement, alors je reprends les termes des leaders du camp présidentiel, vers la NUPES, la nouvelle NUPES, et surtout, il ne faut surtout pas dire le nouveau Front populaire. Comment vous l'expliquez, ça ? Probablement parce que quand il a décidé de dissoudre, Emmanuel Macron avait dû envisager que l'ancienne NUPES n'aurait pas su se réorganiser aussi rapidement, du fait notamment de la figure très clivante de Jean-Luc Mélenchon, qui, de manière assez surprenante, je dois dire, s'est mis, alors sans forcément se mettre très en retrait, mais en tout cas a dit qu'il ne serait pas forcément le Premier ministre, ou que même s'il était prêt... Il a fait un 20h le lundi soir, Bien sûr. Il y a mieux comme mise en retrait. Mais j'imagine qu'on aurait pu attendre de sa part, en tout cas, une sorte de prise de pouvoir en disant si on gagne, c'est moi qui serai Premier ministre, etc. Donc, ce qu'il n'a pas forcément fait de manière aussi frontale. Et donc l'unification de la gauche pour cette campagne a peut-être surpris, je ne sais pas, mais a peut-être surpris le pouvoir, qui du coup se dit, en fait, il va falloir taper sur eux, parce que c'est eux le plus gros danger en réalité. Et dans la perspective du second tour, on se retournera vers l'extrême droite et on les attaquera. C'est une stratégie, en tout cas, qu'on voit de manière assez claire. Les attaques sont dirigées contre essentiellement la NUPES 2, en tout cas le nouveau Front populaire. Et le programme qui est déroulé par Emmanuel Macron et par Gabriel Attal est un programme qui reprend quand même pas mal d'éléments qui font plaisir à la droite, voire même à l'extrême droite. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais les accusations d'immigrationnisme évidemment, pour LFI, évidemment, on a prévu un chapitre là-dessus. Bon, il y a tout un langage, en fait, et un champ lexical qui, quand même... voilà. Oui, qui est effectivement intéressant à décoder, et vous nous aiderez à le faire. Je l'ai dit en titre, Gabriel Attal, qui, pour moi, c'est le fait le plus important en termes de stratégie politique de ce jour, qui se détache de la tutelle du président de la République. Il appelle les Français à le choisir, Gabriel Attal, pour Matignon. C'est la première fois depuis plus de 25 ans que les Français vont choisir un Premier ministre. Évidemment qu'il y aura un avant et un après. Et qu'à l'issue de cette élection, nécessairement, il y aura un avant et un après dans la pratique du pouvoir, dans l'équilibre des institutions. Le 9 janvier, le président de la République m'a nommé. Le 30 juin, j'aimerais que les Français me choisissent. Alors, je trouve ça très intéressant. Jean Garrigue, il faut peut-être rappeler un peu ce que dit la Constitution. C'est très clairement dans les prérogatives présidentielles de choisir le Premier ministre. C'est très clair. Mais souvenez-vous que Jean-Luc Mélenchon, après l'élection de 2022, voulait que les Français le nomment Premier ministre. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, tout ça est plus très clair, y compris pour nos hommes politiques. Non, mais là, il revient dans le rôle qui aurait dû lui être assigné, de mener cette campagne. Et on sait bien que les députés de la majorité présidentielle se détachent de plus en plus d'Emmanuel Macron, de cette figure qui est devenue une figure répulsive pour eux. Et il est normal que Gabriel Attal... Il règle quelques comptes aussi avec le président de la République. On peut imaginer la difficulté à digérer la décision de dissolution, surtout sans avoir été vraiment consulté. Ça paraît une évidence, parce que c'est non seulement, une insulte personnelle, ou en tout cas un désaveu personnel, même si maintenant Macron nous dit que c'est son fils ou son jeune frère, je ne sais plus ce qu'elle est. C'est mon petit frère, a-t-il dit. C'est l'expression qu'il emploie, qui est d'ailleurs assez condescendante au passage. Mais c'est surtout par rapport au dispositif institutionnel et à ce qu'a été l'usage de la dissolution. Toutes les autres dissolutions, qui en plus sont faites dans des contextes très différents, mais elles se sont faites avec l'accord du Premier ministre. Je veux dire que même en 97, c'est Alain Juppé, au départ un peu réticent, mais 3 mois avant la dissolution, il est d'accord pour qu'elle se fasse. Alors je rappelle, petit frère, c'était visite d'Emmanuel Macron au Mont Valérien, il est face à des enfants de CM2. C'est un enfant qui lui dit est-ce que c'est votre petit frère, voilà, juste pour remettre les choses dans l'ordre, mais il a repris l'expression.
pratiquons pas l'excès de Macron bashing. C'est vrai qu'il peut y avoir. Oui, il y a suffisamment de... s'adresser à des enfants. Peut-être il le pensait quand même. Oui, on commence à savoir un petit peu quand même les dessous de cette dissolution. On a vu les photos de Soisic de la Moissonnière, qui est la photographe officielle de l'Élysée, avec le visage très fermé de Gabriel Attal. On voit aussi la figure de Yael Braun-Pivet complètement dépitée juste à côté. Et on a su comment ça s'était passé pour Gérard Larcher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de consultation. Ça a été un coup de fil. On nous a dit que ça a duré même pas une minute. Ça a été une pure information. Donc c'est une décision qui a été prise complètement seule, de façon complètement indépendante par Emmanuel Macron, d'où aussi on comprend quand même le sentiment qu'a pu avoir Gabriel Attal à ce moment-là. Et quand même, on peut lui trouver à Gabriel Attal une sacrée capacité de rebond, quoi, d'arriver à essayer de reprendre et de communication, parce qu'on lui connaissait aussi, de prendre ce mot et de l'utiliser aujourd'hui. Pardon, il s'appuie sur une popularité plus forte, même si elle est relative, mais plus forte en tout cas que celle d'Emmanuel Macron. Je pense à un rejet moins fort, et donc souvent ça va être lui qu'on va trouver sur l'affiche à côté du candidat ou de la candidate à ces législatives pour le camp présidentiel. Est-ce qu'il est en train de tuer le grand frère en quelque sorte? Alors ça, je ne sais pas, je pense qu'il ne se projette pas. Déjà, il essaie de sauver ce qu'il va réussir à sauver. Ils essaient aussi... Il y a une enquête très intéressante qui a été faite par nos confrères du Grand Continent sur l'abstention et les marges de manœuvre parmi les abstentionnistes. Et notamment, cette enquête révélait que vous aviez seulement 28% d'abstentionnistes aux européennes parmi les électeurs de Marine Le Pen en 2022, là où le contingent d'abstentionnistes qui peuvent être mobilisés pour les élections législatives dans le camp macroniste, il est beaucoup plus important, parce que je crois que c'est 42% d'abstentionnistes parmi les électeurs d'Emmanuel Macron en 2022 et autour de 36%, je crois, pour les électeurs de gauche. Donc là, ce qu'il essaie de faire, c'est vraiment d'aller chercher de ces abstentionnistes-là, en comptant sur un taux de participation qui devrait, d'après les derniers sondages, être historique. Parce que normalement, aux législatives, on vote encore moins qu'aux européennes. Et là, on a des taux de participation qui sont autour des 63%. Donc vraiment, là, l'idée, dans les 20 petits jours de campagne qui sont ouverts ce lundi, c'est vraiment d'aller chercher... Il en reste 10, là, ça y est. Voilà, il nous en reste déjà que 10. Ça passe extraordinairement vite. C'est d'aller chercher ces contingents-là et de miser encore sur cette rhétorique du raisonnable et des candidats qui refuseraient cet amalgame qui est fait entre les extrêmes présumés. Et puis, en entendant Gabriel Attal ce matin, j'ai pensé aussi à la phrase de Jordan Bardella quand il dit « Mais si j'ai pas la majorité absolue, j'irai pas à Matignon ». Est-ce qu'ils sont en train de gommer le pouvoir présidentiel, ou en tout cas celui d'Emmanuel Macron, Vincent Couronne? J'ai l'impression, et avec la séquence de Gabriel Attal, que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Et je dirais que tout ça a l'air quand même plutôt cohérent avec la manière dont la Constitution est rédigée, en fait. On est un régime parlementaire. Alors certes, avec une forte présidentialisation, mais le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Et ce qui se passe ici, c'est que pour la première fois depuis longtemps, Gabriel Attal l'a dit, en fait, le choix que l'on est en train de faire, c'est le choix de quelle majorité veut-on pour gouverner la France demain, et non pas le choix de quel président veut-on demain. Macron, en réalité, il est sur la touche, quoi qu'il arrive. Ce qui intouchable. Oui, et intouchable, parce qu'il est irresponsable. C'est la figure du président dans la Constitution qui est politiquement irresponsable. Et donc, à la fois Jordan Bardella, Gabriel Attal et la gauche aussi, en fait, se moquent, j'exagère un petit peu, mais totalement du sort d'Emmanuel Macron. C'est demain eux qui vont gouverner. Et ils font campagne pour ça. Est-ce que, alors, je pense que la comparaison n'est pas très juste, mais c'est pas grave, je vous pose quand même la question, Jean Garrigue. On se souvient de Laurent Fabius, lui c'est lui, moi c'est moi, on est en septembre, j'ai recherché la date, septembre 84. Alors c'est pas du tout le même contexte d'équilibre, évidemment, il y a une majorité pour le Parti Socialiste et la gauche à l'Assemblée, mais quand même, il y a deux jeunes premiers ministres qui cherchent à s'émanciper. C'est vrai, il y a quelque chose de ça. À l'époque, Laurent Fabius, qui avait été le secrétaire de François Mitterrand, apparaissait vraiment comme l'homme lige, celui qui avait été fait par François Mitterrand. Il avait besoin de s'émanciper. Il s'est émancipé d'ailleurs une deuxième fois au cours de son mandat lors de la visite du président polonais Jaruzelski, qu'il avait avec véhémence condamné. Donc il y a vraiment cette volonté-là d'émancipation. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a un retour aux institutions de la Ve République. Toute cette séquence, y compris celle de cette dissolution
hyper personnelle qui a été prise dans tout petit comité autour d'Emmanuel Macron, elle met en cause la surprésidentialisation de notre système. C'est très clair. Or, on se retrouve... Mais c'était le cas avec ses prédécesseurs. Peut-être moins François Hollande, mais avec tous les autres. C'est quelque chose qui n'a cessé de se... Surtout à partir de la présidence de Nicolas Sarkozy, après la révision de 2000 qui a lié les élections législatives à l'élection présidentielle. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que là, a priori, ces élections-là vont retrouver je veux dire, le même souffle de cohabitation, mais au sens plus large que la cohabitation politique, c'est-à-dire de cohabitation entre une assemblée qui ne sera pas forcément aux ordres du président, au contraire. Et là, on va avoir une assemblée qui risque de ne pas encore avoir de majorité absolue et qui va être dans une forme d'ingouvernabilité, mais qui en même temps, cette ingouvernabilité nous replonge, je dirais, au cœur de ce que sont véritablement, et je vous l'avais dit, de ce qu'est le régime parlementaire. Car c'est un régime parlementaire, la Ve République. Même si on s'est habitué à avoir un président et à avoir une élection présidentielle qui domine tout, ça reste un régime parlementaire. Alors, on va rester sur la figure d'Emmanuel Macron. Il y a effectivement beaucoup de cadres de la majorité présidentielle qui aimeraient bien... comment je peux dire ça, l'enfermer à l'Élysée, en quelque sorte. Mais bon, il saisit les occasions de faire comme parade, comme quand il va sur l'île de Sein pour commémorer l'appel du 18 juin, et qu'il dit ceci. Le Rassemblement national et ses associés, ils proposent des choses qui peut-être font plaisir aux gens. Mais enfin, c'est 100 milliards par an. C'est 100 milliards par an. Ils proposent de nationaliser les autoroutes, de revenir sur la réforme des retraites. C'est dès cette année 15 milliards qu'il faut trouver. Ils proposent de faire ils rasent gratis sur l'énergie. Et puis de l'autre côté, à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire en termes de coûts. Et puis il n'y a plus de laïcité. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites, qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Et puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple échanger de sexe en mairie. On va y revenir sur ces propos. Tam, à quoi joue, c'est la question à 100 000 $, à quoi joue Emmanuel Macron dans cette campagne? Voilà, la semaine dernière, on nous disait Emmanuel Macron va intervenir 3 fois par semaine. Bon, il paraît que ses troupes n'étaient pas très adeptes du concept, pas très partantes. Résultat, cette semaine, on a entendu le président de la République une fois sur l'île de Sein, mais bon, c'était pour un mot compte triple, comme on dit au Scrabble. Les mots utilisés par le président de la République, ils ont été associés, on l'a compris, surtout au nouveau Front populaire, et ils ont fait couler beaucoup d'encre. Alors le mot, vous l'avez utilisé, Vincent, c'était immigrationniste, un mot employé par Jean-Marie Le Pen dès les années 90 et qui a été employé encore tout récemment par le Rassemblement national ces derniers jours pour attaquer le Front populaire. Voilà, la même cible donc et les mêmes mots que le président de la République. L'autre phrase polémique, c'est celle que l'on vient d'entendre, c'est sur le changement de sexe en mairie, alors que la gauche prévoit d'autoriser le changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil, ce qui a été aussi une des propositions d'Emmanuel Macron en 2022. Mais alors, il faut bien rappeler qu'il s'adressait aux lecteurs du magazine Têtu, à qui il disait « Les personnes qui s'engagent dans un processus de transition doivent être respectées dans leur choix et leur vie et ne doivent pas être rendues plus complexes par des procédures administratives si elles sont inutiles. » Pourquoi Emmanuel Macron change-t-il de discours? Voilà. Alors, les amateurs de tactique politique ne manquent pas. Vous avez tous lu comme moi ces analyses qui expliquent qu'Emmanuel Macron joue le premier tour. Il avait espéré une dislocation de la gauche. Il ne l'a pas eu, pas encore en tout cas. Il veut donc la fracturer, la détruire afin d'aboutir au maximum de duels face au Rassemblement national au deuxième tour. Et alors, il pourra entonner le refrain que vous avez eu tout à l'heure. Thomas, c'est moi ou le chaos. On connaît la chanson. Mais enfin, ça peut marcher. Qui espère-t-il berner avec cela? Est-ce que la politique consiste seulement à dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre? Ou pire, ce qu'on pense que les gens ont envie d'entendre? Forcément, lorsque vous naviguez dans les eaux de la bipolarité comme Emmanuel Macron, selon que vous serez à Paris ou sur l'île de Sein avec des personnes âgées inquiètes ou des militants LGBT+, ça vous aurez pas à dire la même chose. Certains des opposants, d'ailleurs, ne sont pas allés aussi loin pour expliquer son comportement. Ils ne se sont pas dit qu'il avait de la stratégie là-dedans. Ils ont juste estimé, je les cite, c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui, qu'il a un pet au casque. Alors bon, comment le ressentent ses troupes? Quelques morceaux choisis parce que c'est pas beaucoup plus tendre dans les troupes d'Emmanuel Macron. Voilà ce que l'on m'a dit aujourd'hui. Qu'il ferme sa gueule, on n'a pas besoin de ça, c'est plus fort que lui. Il nous a tous mis dans cette situation et on dirait qu'il fait tout pour qu'on se plante. S'il voulait tout détruire de ce qu'il a fait, en 7 ans, il ne s'y prendrait pas autrement. Oui,
vous l'avez entendu, plusieurs parlementaires de la Macronie sont en colère. Oui, ils affichent les photos de Gabriel Attal et pas celles d'Emmanuel Macron dans cette campagne. Et même si, par le plus grand des hasards, il finissait par l'emporter, tout cela laissera des traces dans les relations avec le président de la République. C'est ce que l'on nous dit. Il s'interroge aussi sur les motivations. Est-ce qu'il agit par orgueil, par ego, par mauvais conseil? Certains se rappellent de ces mots de Gérard Collomb, l'un de ceux qui a mis le pied d'Emmanuel Macron à l'étrier sur l'hubris du pouvoir, ce moment donné où devenez trop sûr de vous et trop arrogant. Le président de la République lui en avait tenu rigueur de cette phrase qu'il avait prononcée dès 2018. D'autres se réfèrent aujourd'hui même à un autre mentor et m'ont confié « J'ai l'impression de vivre la fin d'Hollande ». Merci beaucoup, Tam. Je reviens sur le mot immigrationniste. Blanche Léridon, comment vous expliquez la sortie d'Emmanuel Macron sur ce thème? Alors, c'est très intéressant parce que, comme vous l'avez très justement rappelé, ce mot d'immigrationnisme, parmi de très nombreux néologismes, il est utilisé dès les années 80 par Jean-Marie Le Pen et repris ensuite dans toute la rhétorique du Rassemblement national. Pourquoi est-ce que le Rassemblement national utilise ces néologismes ? Parce qu'en tordant le langage, vous refusez d'épouser le langage de ce qu'on appelle l'establishment et le système. Et au moment où il y avait cette utilisation pléthorique des néologismes, il y avait aussi, souvenez-vous, l'utilisation de ce néologisme UMPS, qui tendait à rapprocher, à mettre dans un même sac les deux partis de gouvernement qui étaient l'UMP à l'époque et le Parti socialiste de l'autre. Que fait Emmanuel Macron aujourd'hui? Il fait un peu la même chose, sauf que c'est pas l'establishment, c'est l'anti-establishment qu'il essaie de rassembler dans une forme de ce qui pourrait être un RNFP, c'est-à-dire un Rassemblement National, le Front Populaire, qui serait amalgamé dans un même ensemble. Et donc c'est très intéressant, comme à la fois il reprend cette rhétorique de l'extrême droite, alors qu'il a toujours prétendu la combattre, et qu'en même temps il l'inverse, puisqu'aujourd'hui il dit les républicains, les rationnels, les raisonnables, le système c'est moi, et tout le reste c'est ce chaos qui l'amalgame de cette façon-là. Et de ce point de vue-là, alors la stratégie politique qu'il y a derrière, elle est selon moi assez incompréhensible, parce que comme vous le disiez très justement, on s'interroge sur qui est-ce que ça peut convaincre, mais elle est intéressante même d'un point de vue sémantique d'utiliser ces termes-là et de renverser un petit peu la logique qui sous-tendait au moment où elle avait été créée. Vincent Couronne, votre avis ? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je rajouterais que quand on parle d'immigrationnisme, on ne peut pas ne pas faire le rapprochement, à mon sens, avec cette fausse théorie du grand remplacement que le RN a beaucoup quand même popularisé. Et Reconquête, Éric Zemmour. Et Reconquête notamment, même si aujourd'hui le RN n'utilise plus forcément le mot, mais on sent quand même que ça sous-tend quand même pas mal de leur discours. Et je trouve que ça va dans le même sens. Accuser le nouveau Front populaire d'être immigrationniste et donc de faire peur aux Français en disant s'ils sont élus, il va y avoir des hordes d'immigrés qui vont arriver en France. Je trouve que ça va de pair avec les accusations aussi d'antisémitisme, notamment qui visent Jean-Luc Mélenchon et certaines personnes à LFI, pour faire passer le message selon quoi le nouveau Front populaire serait cette gauche islamo-gauchiste en quelque sorte et antisémite. Il n'y a pas que le gouvernement ou qu'Emmanuel Macron qui porte ce message. Non, bien sûr. La gauche qui a voté Glucksmann, elle est souvent convaincue effectivement d'une dérive antisémite de certains cadres de LFI. Oui, mais c'est intéressant de voir que quand même Emmanuel Macron, il appuie quand même là-dessus. Alors qu'en fait, quand on regarde ce que propose le nouveau Front populaire sur l'immigration, enfin surtout sur l'asile par exemple, ça n'est rien d'autre que l'application de la Constitution française et des conventions internationales, notamment la Convention de Genève sur le droit d'asile. Alors ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron n'apparaît plus sur les affiches de campagne des candidats de la majorité présidentielle, notamment celle de Yaël Braun-Pivet, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, candidate dans les Yvelines. Elle était chez nos confrères de Sud Radio ce matin. Yaël Braun-Pivet, est-ce qu'Emmanuel Macron apparaît sur vos affiches de campagne, sur votre affiche de campagne? Alors, sur mon affiche de campagne, il y a la candidate Yaël Braun-Pivet. En 2022, sur mon affiche, il y avait également uniquement Yaël Braun-Pivet. C'est moi qui suis candidate dans la 5e circonscription des Yvelines. Et c'est ça qui est important pour les électeurs. Pour qui vont-ils voter? Parce qu'il faut bien rappeler, on n'est pas sur une élection présidentielle. On est sur une élection législative. Il s'agit d'élire 577 parlementaires qui iront à l'Assemblée nationale pour faire la loi. Et donc, ne nous trompons pas d'élection. Et moi, j'appelle chaque électeur à bien regarder dans sa circonscription pour qui il va voter, dans sa circonscription, qui va le représenter, quel est le député qui va le représenter. Alors, il y a Yaël Braun-Pivet qui nous dit en 2022, il y avait uniquement Yaël Braun-Pivet sur la fiche.
c'est pas très difficile. Enfin, nos confrères de Libération, d'ailleurs, ils ont fait le job. Ils ont été retrouver les affiches de sa campagne en 2022 et elle était à côté d'Emmanuel Macron. Bref, petite projection, Jean Garrigue, Renaissance plus Modem plus Horizon. Aujourd'hui, c'est 250 députés à l'Assemblée. Ils pourraient en perdre combien ? Écoutez, je ne suis pas qualifié pour le dire, et encore moins prophète, mais on pense que au moins 50%, voire plus, et que le groupe l'ensemble pourrait se réduire à une centaine de députés, peut-être moins dans certains pronostics de vos collègues, d'ailleurs, journalistes. Donc, de toute manière, il y aura une rétractation massive du périmètre de ce qu'on appelle ensemble. J'ai l'intuition que, par exemple, le Modem, voire Horizon, mais surtout le Modem, pourrait mieux s'en tirer que les autres parce que, d'abord, moins identifiés à Emmanuel Macron. Eux, ils ont une figure charismatique qui est François Bayrou, et aussi parce que leur ancrage territorial est peut-être plus ancien et plus cultivé au sein des notables et au sein de la population. Donc, il n'en reste pas moins que ces élections, évidemment, vont être un échec, et je dirais peut-être même une débâcle pour les candidats macronistes. Alors, ce que nous dit ce sondage IFOP, alors les sondages sont à prendre avec énormément de prudence. Pour l'instant, on ne fait pas de projection en siège, parce que alors là, je crois, beaucoup trop compliqué. Mais bon, ce sondage, donc, ça donne une idée de rapport de force à l'instant T au niveau national, et ça ne nous dit pas ce qui va se passer circonscription par circonscription. Évidemment, on a le Rassemblement national plus Éric Ciotti à 34, le Nouveau Front populaire à 29, Ensemble à 22, LR, on va dire, classique, à 6% et Reconquête à 2%. Je voudrais revenir sur la fronde anti-Macron dont nous parlait Tam Tranui à l'instant, Blanche Léridon. Projetons-nous au lendemain du 7 juillet. On peut imaginer une fronde encore plus puissante chez les députés de la majorité ou de l'ex-majorité présidentielle. Est-ce que c'est ce qui peut arriver, d'après vous ? Là encore, comme vous, je ne me hasarderai pas à des prédictions. Aujourd'hui, elle est en off, elle sera peut-être en in le 8 juillet. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qu'on évoque surtout aussi, c'est si demain certains arrivent à conserver leur siège, il y aura quand même peut-être un désir de créer un arc, une grande coalition, déraisonnable, je ne sais pas comment est-ce qu'il se qualifie. Mais effectivement, on a parlé d'une éventuelle émancipation de Gabriel Attal vis-à-vis de la figure tutélaire du président de la République. Il n'est pas le seul. Vous avez mentionné Horizon et le Modem. Ce matin, vous aviez l'essentiel des têtes de liste qui passaient leur grand oral devant les représentants du patronat. Qui était le premier à s'exprimer ? Édouard Philippe. Édouard Philippe, seul. Et il ne s'est pas exprimé conjointement avec Bruno Le Maire, qui a été d'ailleurs, je pense que c'était un tirage au sort le dernier à s'exprimer. On verra un extrait de Bruno Le Maire tout à l'heure. Et donc, en réalité, vous avez déjà, de la part d'Édouard Philippe, une volonté très, très manifestée et affichée de s'émanciper de la figure du président de la République. Ça, c'est ce qu'il avait prévu, mais pour plus tard. Il a dû accélérer le mouvement. Il a dû accélérer le mouvement. Mais c'est vrai que là, on voit effectivement qu'Horizon fait un peu, alors non pas cavalier seul, parce qu'il continue là dans ces sondages-là, ils sont intégrés dans cet ensemble pour la République, mais c'est vrai qu'il y a un désir d'émancipation qui est net. Dans la fronde, j'observais que Yaël Braun-Pivet a accordé tout son soutien aujourd'hui à un dissident très célèbre, c'est Gilles Legendre, l'ancien président du groupe Renaissance, qui est donc investi en dissidence et qui a été extrêmement dur dans la façon dont il a parlé de la dissolution. Ça en dit quand même long sur l'état d'esprit des anciens super proches. Ça fait des mois que ça couve. Ça fait des mois qu'au sein du groupe Renaissance, de Horizon et du Modem, au moment de la crise des retraites, au moment de la loi Asile-Immigration, ça fait des mois que la fronde couvait, et c'est comme si cette dissolution forcée avait fait éclater justement la soupape qui pesait sur ces députés. Il y a une inversion finalement des valeurs là au sein de la Macronie et une déprésidentialisation de la Macronie, ce qui est un phénomène assez... qui est d'une part qui est sain et qui en plus, d'un point de vue historique, est assez, comment dirais-je, cohérent. État de grâce... Et on va vers la disgrâce de l'homme providentiel. Alors, il y a certainement cette information ou rumeur qui ne vous a pas échappé depuis quelques jours, et on va en parler avec Alexandre Poussat, information qui circule sur les réseaux sociaux, selon laquelle Emmanuel Macron, en cas d'absence de majorité et en cas de blocage politique, bonsoir Alexandre, bienvenue. Bonsoir Thomas, bonsoir. Le soir du 7 juillet, réfléchirait à utiliser l'article 16 de la Constitution pour se doter des pleins
pouvoir. Information crédible, Alexandre ? Eh bien non, Thomas. C'est une information qui a été publiée hier par le site internet de la radio Europe 1. Elle a fait beaucoup de bruit sur Internet et elle a été démentie formellement par l'Élysée. Le président de la République n'envisage pas du tout de se doter des pleins pouvoirs en cas d'absence de majorité politique pour gouverner le pays au soir du 7 juillet. D'abord parce que ce serait politiquement absurde. Cela voudrait dire qu'un président qui a perdu les élections se dote des pleins pouvoirs pour résoudre une crise politique qu'il a lui-même provoquée par la dissolution. S'il faisait ça, Emmanuel Macron, eh bien on verrait une grande partie des Français dans la rue et on serait pas loin de l'insurrection. Bon, hypothèse démentie par l'Élysée, absurde effectivement politiquement, mais possible juridiquement. Tout à fait possible. Oui. Et oui, le président de la République a le droit d'utiliser cet article 16 de la Constitution pour se doter des pleins pouvoirs dans certains cas très précis, en cas de menace grave pour la République et l'intégrité de son territoire, en cas d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. C'est le principe de la dictature à la romaine, c'est-à-dire entrer dans un régime exceptionnel pour pouvoir à terme retrouver des institutions normales. Cet article 16, il a été utilisé une fois dans l'histoire de la Ve République, c'était en 1961. À la fin de la guerre d'Algérie, le général de Gaulle utilise cet article, se dote des pleins pouvoirs pour faire face au putsch des généraux d'Alger qui voulaient faire un coup d'État. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que le président peut activer tout seul cet article. Regardez ce que dit le constitutionnaliste Benjamin Morel, que j'ai interrogé pour préparer cette chronique. Je le cite, le président est le seul maître de l'interprétation de l'article 16 de la Constitution. Il est juste tenu de consulter le Premier ministre, les présidents des deux chambres du Parlement et d'envoyer un message à la nation. Le Conseil constitutionnel peut émettre un avis sur l'utilisation de ses pleins pouvoirs, mais c'est purement consultatif. Il n'y a même pas de limite de temps sur ce point. La seule limite, c'est le Parlement qui peut continuer à siéger dans cette période. Et s'il considère que le président commet un abus de pouvoir, eh bien, il peut voter la destitution du président de la République. Merci beaucoup, Alexandre Poussard. Je ne vais pas vous réinterroger sur cet article 16, mais peut-être plus sur l'hypothèse d'un blocage politique. Vincent Couronne, est-ce que c'est à l'instant T l'hypothèse la plus probable ? Bon, je vais prendre les mêmes précautions que mes amis autour. Je vous refile la patate chaude à chaque fois. Hein. On ne sait pas quels seront les sièges, quelle sera la répartition des sièges, mais tout porte à croire quand même qu'il sera a priori assez compliqué d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Que le parti aujourd'hui qui est le plus proche d'avoir la première place, c'est le Rassemblement national, avec qui, j'imagine, ni Renaissance, ni le Nouveau Front Populaire ne voudra travailler. Donc comment est-ce qu'on fait ? Et en plus, pardon de nous interrompre, avec un Jordan Bardella qui a dit « si je n'ai pas la majorité absolue, j'y vais pas. Voilà. Je ne vais pas à Matignon ». Et une majorité aujourd'hui qui n'arrête pas de taper sur la gauche en disant que c'est des extrémistes, des immigrationnistes, etc. On ne voit pas comment demain ils pourraient faire une majorité avec le Nouveau Front Populaire. Et donc, clairement, je ne vois pas quelle est la coalition qu'il pourrait y avoir au lendemain de ces élections. Alors, Jean Garrigue d'abord, et puis je vous redonne la parole. Non, il y a une autre hypothèse, je veux dire. Alors, cette hypothèse est la plus vraisemblable. Une majorité relative pour le RN. Ingouvernable, parce que le RN serait donc sous le coup éventuel d'une motion de censure, d'une majorité absolue qui pourrait l'abattre au bout d'un mois, et ce serait reparti pour un tour. Il y aurait une solution qui serait d'avoir un gouvernement, une personnalité venue d'on ne sait où, il y a plusieurs noms qui circulent en ce moment, qui serait capable d'avoir une majorité qui ne soit pas renversée par une motion de censure. Ça, c'est peut-être possible. Alors, ça suppose effectivement ce que disait Vincent Couronne, de réunir des gens qui se sont beaucoup critiqués, voire tirés dans les pattes depuis des mois. Ça suppose d'aller vers des systèmes à l'allemande où on arrive à faire des contrats de gouvernement. Là, ce sera un contrat de gouvernement provisoire, parce qu'il y aurait la possibilité de dissoudre dans un an. Alors, je ne sais pas du tout si c'est l'intention, etc. Mais on parle, par exemple, la rumeur fait état de personnalités comme Jean-Louis Borloo, François Baroin, pour éventuellement conduire des coalitions de ce type qui pourraient aller sur le plan idéologique ou programmatique. Ça pourrait se concevoir. En tout cas, ça se concevrait en Allemagne ou dans d'autres pays ou en Angleterre, qui pourrait aller d'un Bernard Cazeneuve à justement un Xavier Bertrand et d'autres personnalités des LR. N'oublions pas que les LR vont être en réalité totalement explosés par les futures élections, et que du côté de Nouveau Front Populaire, il y aura sans doute des dissidences. Un mot, et puis ensuite on parle du décrochage économique. Je voudrais revenir à votre reportage du début.
qu'est-ce qu'elle disait, Elisabeth Borne? Elle disait, moi, quand même, avec cette majorité relative, j'ai réussi à faire adopter 63 textes. Qu'est-ce qu'a voulu le président de la République avec la dissolution? C'est dire, c'était le chaos, on ne pouvait pas, j'avais pas d'autre choix, une clarification. Mais là, en réalité, les scénarios dont on discute aujourd'hui, ils sont bien pires que la situation dont on hérite et dont Elisabeth Borne, à juste titre, faisait le bilan plutôt positif. Le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, avec cette majorité relative, elle a réussi à faire adopter ces 63 textes. Il est tout à fait probable qu'on ne soit pas dans une situation équivalente à partir du 8 juillet. Tout dernier thème, il nous reste quelques minutes. Ce risque de décrochage, argument, je vous l'ai dit, souvent entendu, alors dans le camp présidentiel évidemment, mais aussi dans les milieux économiques, risque de décrochage de la France. C'est là-dessus qu'insistait Bruno Le Maire, justement ce matin, lors de ce grand oral des principaux partis devant le MEDEF. J'entendais le prédécesseur Jordan Bardella nous dire on va essayer de voir ce qu'il en est sur les comptes publics, quelle est la marge de manœuvre budgétaire. La marge de manœuvre budgétaire de la France, elle est nulle. Il faut rétablir les comptes publics, nous avons commencé à le faire pour retrouver des marges de manœuvre. Mais je veux dire, je suis un peu stupéfait des critiques des uns et des autres qui, pendant la crise du Covid, la crise la plus grave depuis 1929, n'ont cessé de me dire qu'il faut dépenser plus. Il y en a dans cette salle. Depuis que des programmes totalement délirants et à contre-temps de la situation des finances publiques sont sur la table, ceux du Rassemblement national comme ceux du Front populaire, vous savez toutes et tous que les taux d'intérêt sont en train de flamber et vous savez toutes et tous qu'en cas d'élection des extrêmes, le 7 juillet prochain, vous paierez plus cher vos investissements et vos emprunts. Vincent Couronne, cet argument peut-il peser sur une partie de l'électorat? On sait que la dette préoccupe moins les Français qu'il y a quelques années. Oui, moi je pense que ça, en tout cas, ça peut toucher une partie de l'électorat. Est-ce que ça permettra d'avoir plus de sièges? Ça, c'est encore autre chose. Mais on voit que sur les différents sujets, la majorité essaye de quand même récupérer une partie de son électorat de droite qu'elle a perdu. Le sujet du sérieux budgétaire, c'est quand même un sujet qui est extrêmement compliqué à manier par la majorité, parce que c'est quand même elle qui, certes, a sorti la France de la procédure de déficit excessif qu'elle avait hérité de François Hollande, alors pour plein de raisons. Oui. Et qui aujourd'hui y retourne, voilà. Oui. Mais l'argument du Covid n'est pas totalement faux. Bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que quasiment aucun autre État membre de l'Union européenne ne s'est retrouvé dans la même situation que la France après le Covid. La France est aujourd'hui celle qui a la perspective de déficit la moins optimiste de toute la zone euro. Disons, on a su couper les vannes de l'argent facile un peu plus vite ailleurs. Exactement. C'est ce que j'entends dans votre argument. Tout à fait. Oui. Et donc, il faut voir aussi qu'il pose ce genre d'argument, alors que Bruno Le Maire s'est battu il y a quelques mois avec ses partenaires européens pour assouplir les règles budgétaires européennes. Ce qui a été fait. Aujourd'hui, vous n'avez plus 4 ans pour établir l'équilibre de vos comptes, mais vous avez 7 ans maintenant. Donc, à quoi ça sert, d'un côté, d'aller en Europe plaider pour plus de souplesse et là, faire campagne pour plus de rigueur? Blanche Larigon, sur ce risque de décrochage, et quand même, il y a une partie, on sait que ceux qui votent le plus sont les Français les plus âgés, la crainte d'un décrochage économique, le fait que la Bourse de Paris est décrochée pendant plusieurs jours, enfin il y a pas mal de Français qui sont petits actionnaires, qui voient le cours de leur action dévissé. Moi, je pense que ça peut peser sur une partie de l'opinion. Oui, ça peut. Alors, ce ne sera pas le moteur principal du vote. Et d'ailleurs, nous, à l'Institut Montaigne, depuis 2012, d'ailleurs, à chaque élection, on conduit une grosse opération de chiffrage et d'analyse des propositions, précisément pour sensibiliser à la fois les candidats et puis le grand public à ces enjeux-là, qui sont des enjeux évidemment extrêmement importants. Mais là où aussi, pour quand même redonner un peu, vous avez dit, la France est un des rares pays qui, à l'issue du Covid, s'est trouvé avec une dette et un déficit aussi importants. Et en même temps, c'est pour nuancer un peu tout ce qu'on s'est dit, Emmanuel Macron, grâce à cette politique certes très dispendieuse, a réussi à maîtriser l'inflation, qui a été globalement plus faible que dans les autres pays de l'UE, à augmenter le taux d'emploi, à maintenir un taux de chômage plus faible que ce qui était précédemment. Donc il y a quand même, et c'est là aussi toute l'ambivalence du rejet de la figure de Macron, qui a quand même un bilan pas si catastrophique que ça sur ces questions économiques. Alors certes, c'est la dette et le déficit qui ont considérablement augmenté, mais il a quand même réussi à préserver les fondamentaux de l'économie, et c'est là-dessus
là-dessus qu'il essaie de jouer sur un bilan que certains oublient un peu vite. Oui, c'est vrai que le pouvoir d'achat des Français, notamment des Français les plus modestes, alors on l'a maintenu en s'endettant encore plus, ça c'est sûr, personne ne peut dire le contraire, mais ça a été fait, Jean Garrigue. Et ça, malgré tout, on en revient au tout début de notre débat. Oui, on l'a vu avec la campagne d'Elisabeth Borne, c'est pas du tout ce que ressentent les Français. C'est toujours le président des riches, quoi. C'est exactement. C'est-à-dire que l'aspect symbolique, voire mythologique, est plus fort que ce qu'on appelle, et qui est aujourd'hui devenu un gros mot, la raison. Les macronistes ont eu tort d'ailleurs de s'ériger en cercle de la raison, opposés à ceux qui justement étaient dans la déraison. Et cette opposition entre la raison et la déraison est apparue en réalité comme une métaphore de l'opposition entre les élites et le peuple, et Macron étant le représentant de ces élites. La réalité, c'est que un vote de raison, un vote raisonné aujourd'hui, conduirait au moins à reconnaître que sur un certain nombre de points, notamment sur la croissance économique, sur la résorption du chômage, il y a eu des réussites dans ce bilan. Et d'ailleurs, lui, qui est persuadé justement d'avoir réussi son pari, cette révolution macroniste, a du mal à comprendre que malgré ces succès-là, pour les citoyens qui se déterminent sur d'autres critères, y compris sur des critères très émotionnels, les critères communicationnel et sur l'image qu'ils projettent, eh bien, ils ne font pas justement véritablement l'équilibre avec ces succès. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Jean Garrigue, je rappelle le titre de votre livre, Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble, aux éditions Payot.